Bonjour, donc nous sommes sur Agile Minded. Je suis Irène Aroupé et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Dominique Pont. Dominique Pont, bonjour. Bonjour. Donc merci de prendre le temps d'échanger. Vous avez un agenda très chargé puisque vous avez de nombreuses fonctions. Donc, vous êtes bien sûr directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse, qui est une des plus grandes cliniques de France. Vous êtes responsable ministériel au numérique en santé, ce qui vous occupe beaucoup là depuis quelques années. Vous êtes également membre fondateur du premier groupe coopératif français de cliniques indépendantes. Vous avez créé un accélérateur de start-up dans la e-santé. Vous êtes membre du directoire de la clinique Medipôle Garonne à Toulouse. Et vous avez fondé l'association Eternesia, qui milite pour la préservation de la mémoire humaine. Et je ne cite certainement pas tous vos engagements. Donc, merci, vous prenez le temps de cet échange pour partager votre vision sur Agile Minded. Donc, pour mémoire, Agile Minded, c'est un think and do tank qui fédère des professionnels d'horizons différents qui ont des enjeux communs et ils vont travailler en communauté, par groupe, en distanciel, pour mieux répondre à leurs problématiques. Et l'idée, c'est que justement les regards croisés va nourrir la réflexion de chacun via l'expérimentation, etc. aussi. Donc, j'ai une première question, c'était l'introduction qui était un petit peu longue, mais c'était pour remettre un peu le contexte. Une première question, justement, sur Eternesia, vous dites que chaque vie humaine est une œuvre d'art. Et au sein d'Agile Minded, nous pensons qu'en fait, le fait que les personnes sortent de leur environnement habituel, ça va les aider à s'exprimer plus librement parce qu'elles ne sont pas dans le cadre qui peut être parfois un peu inhibant et qui va les aider à s'exprimer, à révéler leur potentiel. Alors, ma question, c'était qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez eu des exemples, des cas où vous avez pu observer ça, des personnes qui évoluent, qui changent en fonction de l'environnement? En tout cas, ce que je crois, c'est que le fait de sortir de ces prisons, qu'elles soient physiques dans le milieu du travail ou qu'elles soient intérieures dans les barrières qu'on se met soi-même dans son environnement professionnel, en tout cas, se sortir soi-même de ces prisons, c'est ultra propice à de la créativité, à de l'engagement. Voilà. Donc, après, la notion de sortir, il y a plein de façons de sortir. On peut sortir par de l'introspection pure, par un cheminement personnel, on peut sortir grâce à d'autres qui sont eux-mêmes dans votre milieu du travail. Et effectivement, on peut sortir réellement, aller dans un autre service, se confronter à un autre secteur d'activité pour prendre l'air. Mais le but, c'est de se sortir de ces prisons qu'on s'est auto-construites par des espèces de présupposés d'éducation, de pression sociale, sociétale, où on s'est fait une représentation de ce qu'est le milieu professionnel et de ce qu'on doit être dans son milieu professionnel. Et c'est ça surtout, à mon avis, qui est le vrai sujet d'inhibition. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, l'inhibition, elle est d'abord personnelle. Après, on peut aller où on veut si on n'arrive pas à dépasser cette première inhibition qui est d'abord intérieure. Les regards croisés, les autres vont pouvoir nous aider, mais il faut faire cette démarche pour arriver à évoluer. Ouais, et l'autre, oui, c'est ça. Et l'autre point, c'est qu'il peut y avoir des milieux professionnels horribles, super coercitifs, humiliants. Ok, donc là, il faut partir. Mais la plupart du temps, il y a des choses positives, des choses négatives. Et en fait, j'ai rarement vu des endroits ou vécu dans des endroits où il n'y a pas de possibilité de se créer un espace de liberté personnelle. Si on est suffisamment humble pour dire, bon, mais moi, si déjà je me crée cet espace de liberté-là, je ne cherche pas à changer le monde ou toute mon entreprise, je cherche à me changer moi. Il y a vraiment très, très souvent un cadre d'environnement de liberté qu'on peut se créer. Donc souvent, la prison, elle est d'abord en soi, en fait. On se l'est construite soi-même, en fait, sa prison. D'accord, intéressant, merci. Et alors justement sur le fait qu'on se crée une prison, ça peut aussi impacter finalement la relation qu'on a avec les autres. Et nous, on mise sur le fait qu'on va être sincère dans ce groupe, on va respecter les autres, c'est vraiment la base. Et puis on va avoir une approche qui est humble. Alors je sais que c'est un mot qui n'est pas très
à la mode d'être humble, mais il faut toujours dire je apparemment, mais humble au sein du groupe pour arriver à vraiment créer une dynamique communautaire. Parce que l'idée de la communauté, c'est que chacun apporte, mais aussi qu'on a cette démarche de collective. On parle beaucoup du collectif, mais là vraiment opérationnellement. Et ma question, c'est vous-même, vous avez, enfin, c'est un moindre mot de le dire, vous travaillez avec des personnes très différentes et vous arrivez à les fédérer. Donc, d'après vous, quelles sont les clés pour vous pour arriver à assurer un climat de respect mutuel entre les personnes? Ouais, s'il y a bien un truc auquel je crois, c'est l'humilité. Alors là, typiquement, je pense que là, il ne faut pas trop faire les malins, il n'y a pas de recette miracle, etc. Donc, j'ai pas comment dire, j'ai pas une vérité en moi. J'ai juste, je peux juste témoigner d'une expérience que j'ai vécue d'une certaine façon, mais sans dire que c'est le chemin ou le seul chemin ou un chemin parfait ou un chemin qui marche à tous les coups. Moi, ce que j'ai remarqué pour ce qui me concerne, c'est que dès lors que dans un groupe, ils sentaient que j'étais engagé, sincère et aimant, avec ces trois choses-là, un climat se crée qui était propice à l'engagement collectif et au dépassement collectif. Voilà. Donc la sincérité, l'engagement, voilà, et moi ce que j'appelle l'amour, c'est-à-dire le fait qu'ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du sensible en fait, de moi vis-à-vis des autres. Et dès lors que quelqu'un prend ce type de posture dans un groupe, donc ça, c'est forcément une posture humble. Vous ne pouvez pas être sincère, aimant et engagé en étant frimeur, calculateur, manipulateur. Vous ne pouvez pas. Et donc, dès lors qu'il y a quelqu'un qui, dans un groupe, se positionne comme ça, en fait, c'est contaminant. De la même façon que lorsqu'une personne dans un groupe est dans une posture défensive, agressive, de défiance, de manipulation, en fait, ça crée des mécanismes de défense des autres et ça fait des relations complexes qui ne sont pas tellement propices à un travail en groupe en toute confiance, en toute liberté. Et en fait, moi, j'ai remarqué que plutôt que de dire « je vous fais confiance », en fait, il faut incarner ça par une forme de sincérité, d'engagement, d'être vraiment là avec les autres et qui sentent que c'est pas, on fait pas ça que pour se soigner soi, quoi. On fait ça aussi parce qu'on a, bien sûr, on fait tout ça pour soigner nos névroses, mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement aussi affectif. Et ça, on le dit très, très, très peu. Parce qu'on nous apprend à être dans quelque chose qui est une posture plus maîtrisée, qui est un peu alexithymique en fait, où on enlève toute dimension émotive. Et moi, je pense que dès lors qu'on fait ça, en fait, ça contamine. Donc, il suffit que dans un groupe que ce type de posture s'installe avec 1, 2, 3, puis tout le groupe se mette comme ça. Et moi, je crois que c'est ce petit truc qui est peu dit. Alors, c'est souvent appris par des méthodes, par des coachs et tout ça, alors que moi, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a tous, quoi. Instinctivement, si on était en toute zénitude et en confiance avec les autres, on a plutôt envie d'aimer les autres, quoi. On a plutôt envie d'être sincère dans ce qu'on dit. Et si on est là, on a plutôt envie d'être engagé dans quelque chose. Donc, en fait, c'est des choses assez faciles à mobiliser, en fait, moi, je trouve. Oui, et finalement, ça revient aussi à ce que vous disiez sur les barrières au départ. C'est aussi arriver à se libérer ces barrières pour avoir assez de confiance finalement pour dire, voilà, je suis moi-même. Et puis, c'est une contamination positive, si j'entends bien. Ouais, et s'il y a un seul truc, une seule responsabilité des gens qu'on a nommés ou qui ont le rôle de leader, puisqu'ils ont été nommés par un groupe, par une institution avec une position de leader, c'est justement cette humilité d'être capable pour soi, d'avoir fait le travail sur soi, pour être en toute sincérité, engagement et amour. S'il y a ça, amour, j'utilise ce terme parce que j'ai pas envie d'utiliser des mots biaisé. Mais je comprends que ça puisse gêner ce mot. Mais c'est un sentiment de sincérité réelle vis-à-vis de l'autre. Et ça, forcément, il y a quelque chose de l'autre qui n'est pas que du cerveau droit. Il y a du cerveau affectif là-dedans. Et je pense que
il est maîtrisé, il doit être respectueux, il doit pas être intrusif, tout ce qu'on veut, d'accord? Mais si les gens sentent qu'au fond, ben, on fait ça aussi pour eux, parce qu'en fait, au fond, on les aime d'une façon ou d'une autre, on les aime, et qu'il y a de la sincérité, de l'engagement, à ce moment-là, si un qui prend une position de leader à un moment donné fait ça, après, tout le monde devient leader. Tout le monde engage les choses, s'engage lui-même. Voilà. Moi, j'ai remarqué ça. Donc, en fait, le fond du fond, c'est que si on fait ce travail sur soi, d'enlever ses propres prisons, c'est super fastoche d'être un manager. Quoi. Super fastoche. Donc, Et c'est vrai. j'ai envie de dire, ce qui m'inspire, c'est vous les autorisez finalement parce que vous-même, vous avez l'humilité d'être sincère. Vous leur donnez cette autorisation et dans le sens autorisation morale parce que, comme on l'a dit, il y a pas mal on a été formaté pour ne pas exprimer ses sentiments. Vous l'avez même dit, le mot amour n'est pas forcément très utilisé en entreprise, alors que c'est parce qu'on ne comprend pas le vrai sens. Donc, vous les autorisez à être eux-mêmes aussi. Donc, voilà. Enfin, la notion d'autorisation, c'est plutôt je m'autorise moi à être comme maintenant j'ai envie d'être en toute liberté. Et donc, le simple fait d'être, juste être comme ça, mais m'autoriser à l'être, hein, donc ça peut gonfler les autres, mais en tout cas, moi, je m'autorise à ça. En fait, c'est contaminant. C'est pas vraiment un truc, je me dis, je vais les autoriser à ce qu'ils soient eux-mêmes. Je me dis déjà, je commence déjà par moi. J'essaie d'être le plus sincère possible et le plus libre possible et le plus aimant possible. Et à partir de là, j'ai remarqué que l'autorisation, elle est implicite ou elle est tacite. Voilà. Oui, tacite. Oui, oui. L'autorisation dans le sens où ils voient que c'est possible et ils vont le faire. Voilà. Ou pas tout de suite, ou parce que peu importe. Mais à la limite, moi, je mets pas cette pression-là. Mais si je me l'autorise moi et que j'ai un rôle de leader, implicitement, ça veut dire que c'est autorisé aussi. Merci. J'avais une question qui était justement parce que vous avez fait beaucoup de choses, vous proposez différentes façons de travailler, vous avez parlé d'amour, et donc ce qui implique une notion d'apprentissage. Et ça, c'est une notion que je trouve intéressante parce que finalement, on se dit qu'on a toujours quelque chose à apprendre des autres, et justement l'humilité dont on parlait, c'est de dire je sais. Mais ce n'est pas une position de sachant, c'est deux choses différentes. Je sais des choses et les autres savent aussi. Donc, on a tous à apprendre les uns des autres. Et vous êtes dans des secteurs qui sont quand même très actifs, qui vont évoluer, donc tout ce qui est santé, techno. Vous avez vous-même, pour vous recharger, vous avez des sources, il y a des moments où vous avez besoin, vous apprenez en continu, vous êtes sans arrêt en contact. Comment vous faites pour continuer à apprendre, avoir le temps, qu'est-ce qui vous parle dans cet apprentissage, cette notion d'apprentissage, d'apprendre en continu? En fait, je me suis aperçu, mais sans l'avoir calculé à l'avance, je me suis aperçu dans l'après-coup qu'en fait, je m'étais forgé une vision de ce que j'aime dans le management ou ce que je vois qui me semble être une super voie dans le management sans avoir lu aucune théorie de jamais de rien. Parce qu'en fait, je suis, mais quand je vous dis profondément heureux, je suis sincèrement profondément heureux. Je décolle dans ma tête, je rêve dans ma tête quand je suis avec n'importe qui me parle de son engagement. C'est un truc qui est un espèce de plaisir. Je sais pas comment dire. C'est comme si j'allais voir un super film au cinéma ou que je lisais un super livre. Le simple fait d'être avec quelqu'un qui me parle ou qui me montre ou qui m'explique ou qui m'apprend quelque chose sur lui, sur ce qu'il fait, sur son métier, sur ses engagements, en fait, je suis complètement absorbé de ça. Et donc, en fait, je me suis aperçu dans l'après-coup qu'en fait, je me nourrissais tous les jours des rencontres avec tout le monde. D'accord? Même la toute première fois, par exemple, qu'on s'est vu, que vous m'avez parlé de ça, c'est la première fois que j'avais entendu le terme de communauté apprenante. Et en fait, ça m'a nourri d'une certaine façon de quelque chose parce que ça m'a fait décoller, ça m'a fait un peu rêver et penser à ça sans y réfléchir en profondeur. Mais juste ça me... Et donc, en fait, je m'aperçois que c'est comme si j'étais une sorte d'éponge de tous ces trucs-là. Je ne sais pas trop l'exprimer différemment. Donc, moi, j'ai l'impression que j'apprends de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et en fait, je suis profondément heureux de presque rien savoir. En fait, c'est vrai. Hein,
Ça me rend heureux. Et Ça vous comme, permet d'être plus à l'écoute des autres aussi. oui, mais plus que ça, je trouve que ça enlève un poids, en fait. D'accord. Ça décharge d'un espèce de fardeau de savoir qu'on ne sait rien par rapport à plein de gens et que d'être dans ce plaisir ou ce bonheur de recevoir ce que les autres nous racontent. Je sais pas, je me rappelle une fois, ça m'avait fasciné. J'étais allé acheter un barbecue, j'étais tombé sur un mec qui était fan de barbecue. Et moi, c'est vraiment un truc, j'en ai rien à cirer. Et ben là, il m'a fait décoller le type. Et je me suis dit, mais c'est génial qu'il ait passé ce temps-là avec moi pour me partager tout ça. Et en fait, ça m'est resté. Donc maintenant, je ne regarde plus les barbecues de la même façon parce que le mec m'a appris ça. Mais ce que je veux dire, ce côté ridicule, c'est pas si ridicule que ça. En fait, c'est assez profond ça. Parce que s'il m'a donné de son temps de vie pour me partager ça, c'est qu'il m'a aimé d'une certaine façon. Qui a envie ouais, c'est cette passion qui a envie l'échange. Je pense que c'est derrière. Il a donné, en fait. Et en fait, moi, ma définition de l'amour, c'est la définition lacanienne, que je cite souvent, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, il m'a donné quelque chose à lui, alors que moi, sincèrement, je n'avais rien à cirer de ces sujets-là. Mais en me donnant ça, en fait, ça m'a mis dans une position de me sentir aimé. Je le sentais sincère, engagé et aimant. Et donc, à partir de là, il m'a managé, quoi. D'accord. Et justement, alors si on vient sur le fait de, quand on est au contact des autres, on va finalement s'enrichir de ce qu'on entend. Et on parle beaucoup de collectif. Donc au sein d'Agile, c'est vraiment le cœur, c'est de se dire, on va fédérer des personnes qui ont des horizons différents. Et c'est le fait même qu'ils aient des horizons différents, bien sûr qu'ils ont les mêmes enjeux, hein, qui va faire que ça va créer de la richesse. Et ce qui me parle chez vous, c'est que vous venez de l'informatique, vous travaillez dans le domaine de la santé, donc vous avez peut-être été vu comme un ovni, peut-être à un moment donné, au départ en tout cas, mais vous avez cette capacité justement de fédérer des personnes différentes et de les mettre autour de la table pour arriver à créer quelque chose de différent, parce que c'est le cœur de ce que je vois que vous faites, c'est vous créez quelque chose qui n'existait pas, vous créez tout à l'heure vous l'avez dit, un nouvel espace de liberté. Alors, je ne sais pas si c'est un nouvel espace de liberté, un nouvel espace de vie, je ne sais pas, comme ça je l'exprime ou je le ressens en tout cas. Et ma question c'est, comment vous arrivez à fédérer alors que vous avez des personnes qui vont avoir des enjeux, des intérêts, des objectifs très différents probablement autour de la table, pour les amener vers quelque chose de commun? Comment dire, on n'y arrive jamais totalement, on est d'accord. Donc, c'est des chemins qu'on emprunte, c'est des allers-retours, c'est quelque chose qu'on construit progressivement. Fédérer les gens, faire à part des espèces de gourous qui auraient hypnotisé tout le monde, il faut laisser la capacité, je trouve, si on est vraiment honnête comme leader, on doit laisser la capacité de construire des contre-pouvoirs contre soi-même, donc de ne pas vouloir être fédéré. Donc moi, je crois à ce type d'honnêteté. En revanche, et à nouveau, ce n'est pas une règle, c'est juste un témoignage de la façon dont moi j'ai vécu et je vis toujours les choses. C'est que si avec chaque personne dans un groupe, dès lors que j'ai un temps d'échange avec elle, je donne tout dans le temps que je lui donne et que je ressens que je suis dans cette sincérité de l'échange individuellement et que collectivement je dise moi j'assume parce que c'est mon rôle, je suis manager, je suis leader, je suis DG, c'est le rôle qui m'a été assigné de poser des valeurs communes et donc derrière des valeurs il y a des tabous et si dans mes valeurs c'est ce qui va compter avant chacun d'entre nous, c'est notre intérêt collectif et que dans toute action que vous menez, toute action que je mène doit pouvoir être questionnée au sens de l'intérêt collectif et pas de l'intérêt individuel, même si individuellement, presque, je vous aime tous individuellement, mais c'est notre tabou, c'est notre principe de fonctionnement en société, en entreprise, en groupe, c'est l'intérêt du collectif. Et ça, c'est le tabou, c'est le précepte, c'est le cœur de valeur. Et là, je peux être très dur. Tu proposes un truc, c'est que pour ta gueule, ça ne me va pas. Tu proposes un truc, c'est bon pour le collectif, je dis toujours oui. D'accord ? Donc, et en fait, ce principe-là, pour moi, je ne dis pas que c'est la règle
absolu qui marche à tous les coups, que c'est le théorème qui marche. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience, ce mélange entre ce que je disais au début, une posture aimante, sincère, engagée, le temps qu'on donne à chacun dans un échange sincère avec chacun et apprenant pour soi-même plutôt que de vouloir asséner la bonne parole. Et ensuite, poser le principe que moi, je suis en tant que DG, je suis garant de l'intérêt collectif et là-dessus, je rigole pas. À partir de là, ça fait un espèce de mélange où il y a très peu besoin de cadrer en fait. Il y a besoin de réajuster. Il faut qu'ils sentent quand même que sur la durée, on est toujours là pour être garant des valeurs, de l'intérêt collectif et des valeurs. Et à partir de là, le truc se construit tout seul. Et donc, c'est un rôle un peu comme de loi, un peu, qu'on finit par incarner. Mais vous avez cet élément commun qui va les aider et vous l'incarnez, si vous l'avez dit aussi tout à l'heure, le mot incarné, qui va les permettre c'est vers là que je vais et chacun, avec son individualité, va aller dans cette direction-là, ce qui permet de… Voilà. Et donc, moi, j'ai remarqué que ça, par contre, si c'est flou ou si c'est juste un peu en toc ou un peu, enfin, vous voyez quoi, un peu marketing quoi, et que c'est dit sans sincérité au niveau des patrons des boîtes, à partir de là, ça peut mal se passer au sein de la boîte. Mais si ces valeurs-là, elles sont sincèrement portées au démarrage par le dirigeant, après, il n'a presque plus rien à faire parce que c'est les gens qui sont collectivement, ils sont beaucoup plus forts qu'un dirigeant tout seul. Enfin, il y a 1500 personnes dans ma boîte, même si j'étais, est-ce que je ne suis pas un mec hyper visionnaire, tout ça, ça ne serait jamais aussi fort que 1000 personnes ou 1500 personnes engagées. Mais par contre, pour que ces 1000 personnes s'engagent, il faut au moins à un moment donné que le leader, puisque j'ai remarqué par expérience que les groupes élisent à un moment donné une personne qui doit porter un peu pour les autres quelques trucs, mais il ne doit pas porter tout, il doit porter les valeurs, le cadre de valeurs en fait. Et c'est ça. Et s'il incarne ça, qu'il porte ça et qu'il est garant que ces valeurs soient respectées, le truc après, il se construit, il s'auto-construit, il s'auto-améliore en fait. Et puis, ça aussi, c'est un cadre qui va leur permettre c'est la référence sur laquelle ils vont pouvoir à chaque fois se baser, se profiter pour se dire, voilà, est-ce que je suis toujours dans le cadre? Est-ce que je suis en train de dévier? Alors, aussi, vous le faites, mais ça leur permet aussi… Et ils peuvent, moi, me dire, non, là, tu déconnes, tu nous as toujours dit que c'était l'intérêt collectif, est-ce que ça, c'est vraiment dans notre intérêt collectif de faire ça? Donc, en fait, le simple fait aussi d'afficher avec sincérité des valeurs, ça met les dirigeants en position de redevabilité vis-à-vis des gens. Et ça, je trouve que c'est sain, parce que c'est équitable. C'est symétrique, en fait, dans le rapport aux gens. Et puis, vous l'articulez, vous l'incarnez. Donc, les règles, le cadre est clair. Et c'est pour ça, comme vous dites, ils peuvent aussi vous reposer la question. Voilà. Et par contre, si j'ai merdé, il faut que j'accepte de dire j'ai merdé. Humilité dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ou honnêteté en tout cas. Ouais. Et donc tout à l'heure vous disiez seul, même si c'était un surhomme, vous ne seriez jamais aussi fort que 1000 personnes ou 1000, enfin, l'organisation. Je viens sur la partie diversité. Donc là on parlait le fait de travailler ensemble vers un but commun. Là je parle d'innovation plus le fait que vous avez vu en fait, et au sein de la clinique Pasteur, c'est quand même, vous êtes reconnu pour à chaque fois innover. Alors c'est peut-être une évidence, mais justement cette diversité du collectif, vous l'avez vu, source d'innovation. Vous créez des choses que d'autres ne créent pas. C'est quelque chose qui vous porte aussi cette notion d'innovation. Sur la diversité, que l'innovation se crée en rassemblant des profils divers et des histoires diverses. Oui, en fait, je suis partagé sur ça parce que, comment dire, mon premier ressenti, c'est que un brancardier, une aide-soignante, une infirmière, un directeur général d'une grande entreprise, un directeur de clinique, un fonctionnaire au ministère, un homme politique, en fait, c'est toujours les mêmes. Donc d'abord, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes ressorts, c'est la même façon de réagir, c'est la même sensibilité à l'affect, c'est la même réaction par rapport à la confiance, à l'amour, à l'engagement, à la sincérité. Donc d'abord, je trouve qu'il y a une première étape qui est une reconnaissance de ce qui est semblable. Et une fois qu'il y a ça, on est tous réjouis de notre diversité. Mais je trouve qu'il y a d'abord un temps de reconnaissance mutuelle qu'on est tous pareils en fait.
Et c'est une fois qu'on a franchi cette première étape que la diversité s'accueille avec le maximum d'ouverture et de richesse. C'est si on est d'accord qu'en fait, bon, ok, on a des rôles, mais en fond, on est tous, on va finir dans 100 ans, on est tous dans le néant, on vient tous du ventre d'une mère, enfin, voilà, on n'est pas foncièrement différents, quoi. Mais une fois qu'on a reconnu ça et qu'on est tous d'accord sur ce principe-là, après, la diversité s'accueille d'une façon hyper riche. Ah, c'est super, tu as vécu un parcours qui est très différent, mais tu es hyper fort là-dedans, mais c'est incroyable. Donc, et ça, en fait, ça vient instinctivement si on a reconnu qu'on est pareil à la base. Et ça, c'est la première étape qui n'est pas si simple quand même. Ouais. Et ça me fait penser, pendant que j'y viens aussi, sur Eternesia, en fait, vous avez cette vision de dire que finalement, on apporte tous quelque chose de différent, mais justement, on est tous égaux dans ce qu'on peut apporter. Alors, même si ce qu'on apporte est différent, c'est deux choses différentes pour moi. On a tous la capacité à apporter, et ce qu'on va apporter va être différent, mais je sais pas, quand vous parliez, ça me faisait penser à ce projet aussi. Oui, enfin, en tout cas, moi, je ne dis pas que j'ai raison, hein, donc je le dis parce que je le pense vraiment et c'est comme ça que je vis ma vie depuis que je suis enfant. Mais j'ai toujours pensé, en fait, que moi, je vois chaque vie humaine comme si c'était une sorte d'œuvre d'art. C'est-à-dire que si toutes les vies humaines étaient racontées, chacune des vies humaines, on dirait chaque fois, mais c'est fantastique, c'est magnifique. Quelle que soit la vie humaine, avec des moments durs, avec des moments de lâcheté, de courage, des trucs spectaculaires, des trucs pas spectaculaires du quotidien. Mais si on rentre dans le détail de ce qu'est une vie humaine et de la vie d'une personne, c'est fantastique. Donc, le simple fait de reconnaître ça, c'est ça mon idée du projet Eternesia, c'est que ça devrait être inscrit chacune de ces mémoires de ces vies devrait être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Mais donc ça, c'est le truc, la pensée ultime que je ressens. Mais dans mon quotidien tous les jours, je vous le dis très sincèrement, quand je vivais dans mon quartier à Montauban, je sais pas, je pouvais être fasciné par un voisin que je trouvais fabuleux, qui me parlait du vélo, ou un autre qui joue au foot, ou un autre qui dealait, mais qui était un mec hyper, enfin, je sais pas comment dire, hyper charismatique. Et en fait, j'ai toujours ressenti ça. Et donc, dans le travail, en fait, je ressens ça. Après, j'ai un rôle, il y a des règles, parce qu'on doit travailler en collectif. Donc, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. Moi, je crois vachement à des règles, justement, qui est le principe de collectif. On ne doit pas déroger, on doit être hyper strict sur l'intérêt collectif. Mais au fond de moi, chaque personne, je me dis, si j'avais le temps de tous les connaître individuellement, je les aimerais tous, quoi. Tous, individuellement. Merci. J'ai l'impression de revenir terre à terre, tant pis. Là, je vais parler d'expérimentation. Ce que je vois, c'est que souvent on travaille ou dans des think tanks ou des think tanks, justement, c'est des think tanks. L'inspiration, c'est très bien. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se frotter au terrain. Et d'expérimenter, de tâtonner, de réessayer, échouer ou de ne pas réussir comme on le souhaitait. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez travaillé avec la Clinique Pasteur, d'ailleurs, ça fait juste 10 ans. Et aujourd'hui, vous accompagnez ou vous soutenez le travail au sein du ministère. Est-ce que votre expérience terrain vous impacte, vous guide, vous aide? Alors, c'est peut-être une évidence, mais comment est-ce qu'elle vous guide, vous aide dans votre travail actuel au sein du ministère? Donc, faire le lien entre finalement, pardon, excusez-moi, le terrain et puis la suite pour aller plus loin. Ça c'est clair que puisqu'on m'a confié le pilotage de la transformation numérique en santé au niveau national, il y a plein de gens autour de moi, il y a des fonctionnaires, des gens super forts en droit, etc. Moi, il me semble que ce que j'apporte, c'est la capacité à entraîner. Voilà, je suis fabriqué comme ça, voilà, à poser un cadre de valeur, à poser une vision commune et à fédérer. Donc ça. Et la deuxième chose, c'est la connaissance du terrain. Donc en fait, le diable se cache dans les détails dans ce genre de sujet. Donc plus vous connaissez le détail de comment ça se passe en vrai sur le terrain, en fait, plus vous éliminez plein de fausses bonnes idées. Voilà. Et pour tout vous dire, ce que je me dis, c'est que moi, je fais ça pour mon pays de façon hyper romantique. Encore, je ne ferai pas carrière au ministère, je ne serai pas un homme politique. Je fais ça parce que je me dis, bon, c'est bien d'aider ton pays, c'est un sujet que tu connais, le numérique dans la santé, donc tu peux aider.
avec une connaissance de terrain, mais moi je me dis que ça serait un super modèle de gouvernance de l'État, ça, de faire venir des gens qui s'engagent à jamais faire carrière, à pas jouer leur carte perso. Juste on couvre leurs frais, mais il n'y a pas de rémunération derrière. Ils donnent pour leur pays dans un sujet qu'ils connaissent du terrain. Ils font pas tout seuls, ils font ça avec des fonctionnaires mais ils apportent ça, cette énergie, cette prise de risque et cette connaissance du terrain. Imaginez, ça serait génial ça. Parce que des gens fabuleux sur le terrain qui seraient prêts dans tous les secteurs, la banlieue, les handicaps, la pauvreté, il y aurait plein de gens qui seraient prêts, je suis sûr, à donner de leur temps comme ça. Ça serait un super modèle, ça. Ça pourrait faire des communautés apprenantes Oui, voilà. ministérielles. Il y a plein de choses qui viennent à l'esprit, justement, de connecter ce terrain et puis aussi d'avoir cet aller-retour. Parce que vous êtes tout le temps un clinique pasteur, enfin tout le temps, dans le sens où vous continuez votre apprentissage, j'allais dire, sur le terrain en jour à jour. Donc, bien sûr, vous continuez à accompagner, à guider. Et sans cesse, vous avez cet aller-retour où vous allez vous inspirer, guider, conseiller, et puis vous êtes sur le terrain à expérimenter, pas forcément exactement ce dont vous avez discuté, mais à voir le terrain et sans arrêt avoir à ancrer ce qui est développé avec ce qui est viable et ce que vous voyez en opérationnel. Ouais. Merci. Alors justement, je vais parler du numérique. Donc vous venez de la partie informatique, vous êtes arrivé sur la partie santé, vous êtes le lien. Aujourd'hui, donc bien sûr, tout le monde parle de vous, vous êtes responsable ministériel, mais les débuts n'ont pas été aussi évidents que ça. Et vous avez dû, on va dire, vous avez fait face à pas mal d'adversités pour arriver à montrer cette puissance du numérique au service de la santé. Pareil, au sein d'Adjamali, le choix, c'est de travailler de façon distancielle, en utilisant une plateforme numérique pour plein de raisons, et en particulier pour affranchir, déjà pour offrir des solutions plus optimisées, et puis se raffranchir des distances, justement connecter les personnes qui ne pourraient pas être connectées. Ma question, c'est le digital, on parle de transformation numérique sans arrêt, mais finalement, il est mal connu. Et vous êtes arrivé, à partir de votre connaissance, votre expérience, à embarquer dans cette démarche digitale. Ce n'est pas forcément évident. Comment vous êtes arrivé à faire ça, à montrer la puissance de ce que ça peut apporter? En fait, au départ, moi, je me sens capable de porter des trucs si moi-même, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui est essentiel. D'accord? Je ne peux pas combattre pour un truc anecdotique. Je peux pas. Soit je me dis je combats pour la liberté, soit je combats pour la justice sociale, soit je combats pour un truc. Et en fait, moi, ce qui me touche et ce qui me motive et ce qui me fascine sur le numérique, c'est que pour moi, on vit à l'époque, on est la génération qui vit la transformation numérique. À notre naissance, c'était quand même très loin d'être aussi numérisé. Donc, on vit à l'époque où a été créé ça. Et pour moi, c'est l'équivalent de vivre à l'époque de l'invention de l'imprimerie. D'accord? Et ce qui me fascine, et je dis souvent ça, c'est que pour moi, le numérique, c'est une révolution qui est au moins aussi déterminante que celle de l'imprimerie, quand l'imprimerie a été inventée, au XVe siècle. Et en fait, ce qui s'est passé dans les siècles qui ont suivi, en Europe, en France, au XVIIe, XVIIIe, c'est qu'en fait, nos pays, la France et l'Europe, ils se sont saisis de l'imprimerie pour en faire quelque chose qui soit humaniste. Ça a été à l'origine de l'essor du siècle des Lumières, des droits de l'homme, de la diffusion de la connaissance, de la sortie de l'obscurantisme, de l'émancipation des populations. Et ce qui me fascine dans l'époque du numérique, c'est qu'en fait, notre pays et l'Europe ne s'est pas encore saisi du numérique pour en faire quelque chose d'humaniste. En fait, le numérique, il a été capturé plutôt par les pays de la zone pacifique, et je ne fais aucun jugement, mais qui ne sont pas de tradition de pensée humaniste, qui sont de tradition de pensée libérale, libertaire, un peu plus autocratique si je dévie du côté de la Chine, d'accord? Et nous, on s'est embourgeoisé, et donc on bouffe tous les modèles qui nous viennent tout faits
du numérique arrivant de la zone Pacifique. Et à mon avis, ça ne colle pas avec notre tradition de pensée humaniste. Et donc, moi, je me dis, tu vis à l'époque de l'imprimerie d'aujourd'hui, à ta petite échelle, tu peux faire de l'outil numérique un truc qui soit vraiment en phase avec nos traditions de pensée, citoyenne, humaniste, éthique, souveraine. Donc, chaque fois que des petits projets et puis maintenant des politiques publiques peuvent porter cet engagement à faire du numérique un truc qui ressemble à une tradition de pensée humaniste, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je peux porter, je peux m'engager, je peux convaincre, je peux porter une vision. Et donc, en fait, que ce soit à la clinique, quand j'ai commencé à informatiser, où je me suis dit, franchement, chier qu'on dépende d'éditeurs. Est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes construire notre propre outil? Est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes créer notre start-up? Est-ce qu'on ne peut pas créer notre incubateur de start-up français, toulousain et diffuser pour pas dépendre en fait de ces puissances-là? Donc, ça a été mon premier truc. Et j'ai réussi à embarquer, pas que moi, hein, mais il y a plein de gens qui se sont agrégés et on a fait ça. Côté politique ministérielle, j'ai dit, mais moi, je crois à un numérique en santé en France qui soit souverain. Voilà, souverain, qui soit citoyen, tourné vers le citoyen, qui soit humaniste et qui soit fondamentalement éthique, c'est-à-dire les valeurs à la française. Comment on peut le construire? De telle façon, après je connais un peu le terrain et la technique, de telle façon technique, tel process, telle organisation, telle méthode managériale, telle méthode de conduite du changement, telle brique technologique et tout ça. Mais d'abord, c'est en mobilisant sur une vision qui incarnait des valeurs à la base. Et comme je suis motivé par ces valeurs-là, parce que c'est les miennes, c'est toujours les mêmes, en fait, à partir de là, c'est comme ça que les projets, que le numérique, je l'ai amené. Je ne l'ai pas amené en disant ça va vous faire gagner du temps, on va faire des économies, ça va être plus rapide. Bien sûr qu'il va y avoir tout ça, ça va être des produits secondaires, mais plutôt en disant il faut militer pour se réapproprier le numérique comme on s'est approprié l'imprimerie au XVIIIe siècle dans notre tradition de pensée. Parce qu'on peut faire quelque chose de très beau avec le numérique, comme on peut faire quelque chose qui est très, très dur humainement. Et donc, c'est ça en fait qui est le cadre de dynamique et de motivation, et donc derrière lesquels je me suis engagé. Quand je suis arrivé à la clinique, au début, il y avait, je crois qu'il y avait IBM qui faisait et Siemens qui faisait des outils de dossier patient informatisés. Nous, on était trois. J'ai dit, on va faire le nôtre. Et on l'a fait, et c'est devenu une des offres les plus utilisées en France à la force de l'énergie. Et on l'a fait en partant du terrain, et donc du fait qu'on voulait que ça soit, les médecins nous expliquent exactement leur métier pour être très proche de ce que eux voulaient et parce que nous, les ingénieurs, on voulait qu'ils soient. Donc, c'est une vision un peu inversée et donc toujours en reproduisant cette même logique, terrain très humanisé avec les valeurs qui sont derrière. Petit à petit, on capitalise sur les talents des autres en fait, qui s'agrègent. C'est toujours, en fait, c'est toujours la même chose au fond. Et ce que j'entends, c'est vous choisissez, de toute façon c'est cohérent avec tout ce fait, c'est vraiment cette porte humaniste et l'outil va être au service de, c'était ma question aussi, c'était reste au service de l'humain parce que la porte d'entrée est humaniste. Et bien sûr, il y a la porte techno qui va permettre que ça se réalise, mais la porte d'entrée initiale, ou la vision initiale, elle est… Voilà. Et une fois que vous avez dit ça, vous avez intérêt à ce que ça marche en vrai. Donc, vous êtes redevable. Vous êtes redevable. C'est ce que je disais. Le fait d'affirmer des valeurs, de les incarner avec sincérité, engagement, tout ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est que vous êtes redevable de faire ce que vous avez dit, quoi. Et donc, moi, je dis avec humilité, on ne va pas tout résoudre, ça ne sera pas parfait, mais on aura impulsé une vision qui sera souveraine, parce qu'elle sera française, parce que ça sera construit chez nous, parce que ça sera hébergé chez nous, parce que ça se fera bosser des boîtes françaises, qui sera citoyenne, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un espace numérique de santé pour tous les citoyens français en 2022. C'est d'abord pour le citoyen qu'on fait le numérique et pas pour les professionnels de la profession. Ça sera éthique et tout le cadre éthique, il a été rédigé avec des experts, des philosophes, des psychologues, des sociologues qui ont construit le cadre éthique et il sera humaniste au sens où les premières fonctions qu'on va mettre, ça sera des fonctions qui vont aider les gens, en fait. Les gens les plus en difficulté, les gens qui vont galérer, etc. Et avec humilité, ça ne sera pas parfait, ça sera peut-être moins sexy que des outils d'Apple ou Google, mais en tout cas, ça va mobiliser une façon militante, en fait, de voir le numérique en France. Et on a envie de dire, enfin, j'ai envie de dire, cette démarche, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, on a envie de la déployer ailleurs parce que cette approche, j'ai envie de dire biaisée du numérique, elle se retrouve dans beaucoup de secteurs.
Et quand Agile Mali, c'est aussi cette vision de dire on peut apprendre d'autres secteurs. On a envie de dire les points clés que vous abordez, je ne vais sûrement pas tous me rappeler, mais souverain, citoyenneté, humanisme, etc. Peuvent être déclinés aussi dans d'autres secteurs. Donc, comme vous disiez, c'est un bac à sable aussi sur lequel d'autres secteurs pourraient s'inspirer et prendre aussi j'allais dire, pas que l'autonomie, mais le faire pour eux, se l'approprier, voilà, dans leur cadre aussi. En tout cas, je pense que c'est en train de venir quand même, mais je pense qu'il y a besoin d'une parole politique à l'échelle française, à l'échelle européenne, qui parle du numérique de cette façon-là, en disant non, 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 on n'est pas condamné à manger que les modèles GAFAM américains ou Batix chinois. Il peut y avoir un modèle français, peut-être moins gros, peut-être avec moins de bigs, peut-être avec moins de licornes, mais peut-être avec plus de colibris façon Pierre Rabhi 3.0. Voilà. Et c'est peut-être ça le modèle du futur, en fait. Oui, et en plus, tous les mots que vous avez dit, finalement, ça résume tout ce qu'on s'est dit en discussion d'exemples, d'humilité, de sincérité aussi, parce qu'il y a de la sincérité dans la relation que vous avez et avec les professionnels de santé et avec le citoyen dans sa globalité, en disant je me mets vraiment au service d'eux, c'est pas la manipulation de l'utilisation. Donc voilà, c'est très inspirant. Merci beaucoup, merci pour votre temps. Je ne sais pas s'il y a un dernier point que vous voulez aborder d'une façon plus globale. On parlait de communauté apprenante, du fait, moi ce qui me porte, qui me motive, c'est de dire on a tous quelque chose à apporter et si on arrive à rentrer dans cette démarche de se dire j'apprends, je connais, mais je peux donner autant que recevoir. Et aussi le fait je commence par donner. Je sais que c'est pas toujours évident, mais de se dire, je commence par apporter ce que je sais, avoir envie de partager, être en humilité. Et moi, c'est cette démarche que j'ai envie d'impulser. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous avez un dernier commentaire là-dessus? Le dernier commentaire, et ça c'est un retour d'expérience aussi, c'est qu'une fois qu'il y a tout ça, et moi on en avait déjà parlé, vous savez que j'adhère à ça, on est sur les mêmes principes de valeur, c'est qu'il y a quelque chose, il faut que les gens sentent que c'est tourné vers l'action concrète et pragmatique. Et en fait, tout le pendant qu'on a développé là depuis une heure ensemble, il réassure tout le monde parce que les gens ont besoin d'être rassurés tout le temps, soi-même et tout le monde, en ancrant dans le réel des actions concrètes qui sont faites. Et il y a un adage d'un philosophe qui s'appelle Henri Bergson qui disait il faut penser en nombre d'actions et agir en nombre de pensées. Et en fait, dès lors qu'on essaie de poser un cadre éthique respectueux, bienveillant, co-construit, d'échange, de richesse, etc., il faut réassurer avec de l'action concrète qui rentre dans le réel de façon très pragmatique, même humble, et même étape par étape. Voilà. Et ça, c'est le deuxième truc, le deuxième pied, en fait, pour que quelque chose se mette en mouvement. Ouais, et tout à l'heure, on parlait d'expérimentation et vous avez dit aussi de solutions qui ne sont pas parfaites. Et c'est pas grave. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer, de tenter et d'évoluer. Parce que aussi, c'est le fait de dire, il n'y aura pas une solution à jamais. Évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura quelque chose qu'on va créer, qu'on va tester, qu'on va faire évoluer. Et c'est la beauté justement de continuer à s'inspirer. Vous parliez tout à l'heure du fait que c'est quand vous rencontrez d'autres personnes que vous continuez à vous nourrir. Et c'est cette nourriture qui va faire évoluer le terrain et l'action. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Et puis entre tout ce que vous faites au niveau du ministère, Eternedia, etc., je pense qu'on a encore beaucoup de choses à voir avec vous dans les prochains mois, prochaines années. Mais aussi, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est de se dire que chacun aussi peut contribuer à ce que vous impulsez. Même si on n'est pas à la clinique, ma sœur, on est tous citoyens et citoyens qui peuvent aussi mettre leur pierre dans l'édifice. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, bonne chance à vous. Merci, au revoir Dominique.